Bonjour, donc je vais essayer de ne pas trahir la réflexion collective et l'ensemble des pierres qui ont permis d'avancer ensemble, notamment au sein du Conseil de prospective. J'ai alors une télécommande pour... Voilà. Donc on va d'abord autour de 4 diapositives, mais vous allez voir que j'ai triché un peu parce que j'ai accumulé des documents sur la même diapo en les présentant successivement. Ici, vous avez proportionnellement à leur masse budgétaire, en milliards d'euros, les grands postes de la protection sociale, la vieillesse, la maladie, l'invalidité. On a beau avoir un peu d'expérience pédagogique, c'est mon cas. Vous voyez, quand on fait proportionnellement, on a du mal à voir les petits rectangles, c'est la lutte contre la pauvreté, les tout petits schémas. Donc on a une idée des masses. J'ai ajouté aussi les dépenses publiques d'éducation, dont on sait qu'elles jouent un rôle en termes d'investissement social et pour l'avenir des personnes et la succession des générations. Donc ce n'est pas toutes les dépenses d'éducation, mais ce sont les dépenses publiques. On les sépare, mais elles sont interdépendantes. Quand l'âge de la retraite recule, on a à faire face à davantage de situations d'incapacité professionnelle et d'invalidité. Quand l'âge de la retraite recule, comme plus de la moitié des gens qui liquident leur retraite ne sont déjà plus en activité quand ils la liquident, ça ne se traduit pas nécessairement par une augmentation du nombre d'emplois, mais ça peut se traduire aussi par une augmentation des périodes d'inactivité, voire des périodes de chômage. Donc on a des systèmes tout à fait interdépendants. Sur ces 600 milliards environ, le PIB étant de l'ordre de 2000 milliards, le produit intérieur brut, 410 milliards de dépenses de sécurité sociale au sens strict et 66 milliards d'interventions sociales des administrations publiques qui sont plus ciblées vers les personnes âgées, les personnes handicapées, la lutte contre l'exclusion et qui sont beaucoup plus directement impactantes pour les associations qui sont engagées sur le terrain des diverses formes de solidarité. À cette occasion, on oppose souvent les prestations ciblées, qui sont plutôt celles-ci, que l'on vient de parler, une petite partie seulement, et puis les prestations dites universelles. Je reviendrai tout à l'heure sur la deuxième diapo pour contester cet aspect-là. Et je voudrais terminer cette présentation un peu générale en montrant un résultat qui est bien connu, qui est bien établi. Il y en a même 2 résultats derrière. Là, vous avez le taux de pauvreté avant la protection sociale, donc c'est l'exercice d'une simulation dans différents pays d'Europe, et en bleu, le taux de pauvreté après l'intervention de la protection générale, de la protection sociale. Et vous voyez que le principal facteur qui fait baisser la pauvreté, ça n'est pas les mesures ciblées, mais c'est les mesures universelles, ou dites universelles, les mesures générales. Or, quand il est question de réexaminer les niveaux et éventuellement de baisser les dépenses de protection sociale, évidemment, on se heurte à cette difficulté. Dans tous les pays du monde, il y a une corrélation qui est bien établie entre le niveau des dépenses de protection sociale et une corrélation inverse et le taux de pauvreté. C'est-à-dire, plus il y a de dépenses de protection sociale, plus le taux de pauvreté est faible, et inversement. Et jusqu'à maintenant, les pays qui se sont engagés dans la réduction, y compris l'Allemagne, dans la réduction des dépenses de protection sociale, n'ont pas su le faire sans augmenter la pauvreté. Et par conséquent, le défi est tout à fait considérable. Deuxième diapositive, voilà. Regardez au niveau macroéconomique, au niveau microéconomique, ces dépenses de protection sociale. Donc ces courbes-là, qui sont de 2 natures, représentent la part des dépenses de protection sociale dans le PIB, c'est les courbes du bas, avec le déficit entre les recettes et les dépenses, qui est déjà donc problématique sur le plan de l'équilibre de nos comptes. Et en haut, c'est la part du revenu disponible brut des ménages qui vient des dépenses de protection sociale, toutes confondues. Vous voyez que ça a augmenté sensiblement et qu'aujourd'hui, 37% des revenus sont issus de la protection sociale des ménages. Alors c'est une moyenne. J'avais un professeur de statistique qui est mort il y a quelques mois, et quand j'étais jeune étudiant à l'université de Nantes, il nous disait les statistiques, il faut vous en méfier, c'est le gars qui a la tête dans un four à 200 degrés et les pieds dans un congélateur qui dit en moyenne je suis bien.
Autrement dit, on ne peut pas utiliser une moyenne sans regarder ce qui se passe très en dessous de la moyenne ou très au-dessus de la moyenne. Si vous prenez un retraité atteint d'une affection de longue durée ou en GIR 1, en groupe iso-ressources 1, on va être à 95-100% de ses revenus qui seront issus de la protection sociale. Si vous prenez un célibataire ou un couple dans la fleur de l'âge, pas malade, n'étant pas touché par le chômage, sans enfant, là, on ira en dessous de 5, voire peut-être presque à 0% au tenté, parce qu'au tenté plus un accident, une maladie, une pathologie peut amener à modifier. Donc c'est le problème de l'assurance. Donc méfions-nous de ces moyennes. Ça, c'est au niveau macro, il faut le financer. C'est vrai, ce n'est pas qu'une question de financement, mais quand on n'arrive pas à le financer, et on est déjà en situation de ne pas savoir bien le financer, ça ne peut pas durer longtemps, parce que la dette sociale augmente, et par conséquent, c'est quand même aussi un problème auquel on doit s'attacher. Je voudrais compléter par une perception au niveau microéconomique. Là, ça n'est qu'une partie des dépenses qui ont été prises en compte par l'INSEE, et qui indique, vous voyez, les 20%, c'est ce qu'on appelle le quintile à plus faible niveau de vie. Vous avez le niveau de vie par mois, n'est pas loin du seuil de pauvreté, un petit peu au-dessus pour les 20%. Les prestations, allocations familiales, minima sociaux, elles ne sont pas toutes prises en compte, AAH, APA. Et puis les prélèvements, impôts sur le revenu et taxes d'habitation. La part des prestations sociales dans le revenu est importante, vous voyez, elle dépasse 30%. Et alors j'ai mis le niveau de vie médian, les 20% autour de la médiane, et puis les 20% les plus riches. Évidemment, pour les plus riches, les prestations sociales n'ont qu'un impact très, très modéré sur leur niveau de vie. Donc là aussi, la moyenne n'a pas toujours grand sens, et ça nous permet de revenir à cette idée de prestation ciblée ou de prestation universelle, qui est une distinction que le Conseil de prospective trouve finalement pas très bien fondée sur le plan de l'analyse. Parce que, si on y réfléchit bien, toutes les prestations ciblées ont un fondement universel. Tous les citoyens qui connaissent une situation d'incapacité invalidante peuvent avoir accès à l'AAH, à la prestation de compensation du handicap, toutes les personnes âgées. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des conditions pour remplir, évidemment, il faut que le risque survienne pour que l'assurance sociale intervienne, mais ça ne supprime pas le caractère universel. Et donc, la quasi-totalité des... Je ne vois pas quelle exception pourrait y avoir, mais toutes les prestations ciblées, pour la quasi-totalité, sont des prestations accessibles à tous quand le besoin s'en fait sentir. Évidemment, quand le besoin n'est pas présent, ne sont pas universelles. Et inversement, les prestations universelles, c'est ce que montre ce graphique, ont un impact plus fort encore sur les populations les plus défavorisées. Donc l'idée de passer vers un ciblage pour réduire les dépenses sans avoir de dégâts sociaux, elle est indéfendable d'une certaine façon. Et alors, l'INSEE a étudié l'assurance maladie et les remboursements moyens d'assurance maladie par ménage et par mois. Donc j'ai calculé ici, je vous ai mis sur le graphique, c'est les déciles de niveau de vie. Donc à gauche, c'est les niveaux de vie les plus faibles, et à droite, c'est les niveaux de vie les plus forts. Et vous voyez qu'il y a une dégressivité du niveau de l'aide, parce qu'il y a une plus forte exposition au risque maladie des populations au niveau de vie les plus faibles. Et par conséquent, même une prestation universelle comme l'assurance maladie, elle est en réalité, avec l'ensemble des cumuls, y compris la CMU, c'est vrai, eh bien, elle aboutit à une lutte contre les situations de pauvreté les plus importantes. Je vous ai mis ces dépenses-là, mais on pourrait ajouter, pour raisonner au niveau microéconomique et par mois, que la pension moyenne d'un retraité, c'est 1 350 € par mois. Il faudrait ajouter tout de suite que si c'est un homme, c'est 1 660, si c'est une femme, c'est 1 050, et que le minimum vieillesse à 680 € par mois en 2009 restait largement en dessous du seuil de pauvreté. Et par conséquent, on peut difficilement défendre l'idée qu'on en fait trop. Partout, en tout cas, et pour tout le monde. Et pour les dépenses d'éducation, pour compléter sur ce que je vous disais tout à l'heure, 570 € par mois et par élève. C'est important de regarder à la fois l'aspect macroéconomique, mais aussi l'aspect microéconomique. J'arrive à la deuxième diapositive qui va nous intéresser, la question de
la protection sociale, comment on la situe? Alors, depuis les travaux d'Espen Andersen, même si le schéma mériterait d'être critiqué, je vais le prendre ici parce qu'il a des vertus pédagogiques que je vais essayer d'utiliser, on parle plutôt de welfare pluralisme, c'est-à-dire de la protection sociale comme résultant de plusieurs sources, la famille, la prévoyance individuelle, la sphère publique, on va y revenir avec la protection sociale, et puis éventuellement les possibilités de trouver des assurances ou des systèmes d'épargne qui permettent de transférer du pouvoir d'achat dans le temps, par exemple. Quand on a créé la protection sociale, on est venu perturber considérablement ce système-là. Et on l'a perturbé sur 2 points. La protection sociale, elle est née par un système de droits juridiques, de droits sociaux. Elle est née près de l'État, à tel point qu'elle est tellement proche parfois de l'État qu'on a parlé d'État-providence. Je ne sais pas s'il a vraiment existé, mais c'est la manière dont on a parlé. Ce qui est sûr, c'est que la création de la protection sociale a déplacé la frontière entre ce qui était marchand et ce qui n'était hors marchand, en développant le secteur, la logique de la redistribution, la logique des transferts et la part du secteur non marchand. Et deuxième, alors j'ai pris des exemples, on est passé à la solidarité, ça n'est pas l'assurance, au caractère obligatoire et non pas au caractère facultatif et volontaire, à un caractère collectif de protection sociale et non pas à des protections individuelles que chacun se choisirait ou négocierait sur des marchés de l'assurance. Donc, un recul. Et on l'a bien vu d'ailleurs au moment de la création de la sécurité sociale, qui pourrait s'apparenter par certains aspects à une nationalisation. Deuxième événement important, on a modifié l'équilibre. C'était un débat qui avait lieu dès le début du XIXe siècle. On parlait à l'époque, un certain nombre d'auteurs anglais ou américains parlaient des barres parallèles en disant, finalement, la sécurité de la vie, la qualité de la vie des gens repose sur 2 barres. Et à l'époque, on commençait à faire de l'éducation physique. Et ils ont pris l'image des barres parallèles, ce n'est pas un hasard, parce que ça veut dire qu'il faut que les 2 barres soient également solides. C'est à la fois la solidarité privée, et notamment familiale, ou la responsabilité des personnes, et la solidarité collective. Mais c'est à l'époque, et en prenant cette image des barres parallèles, on soulignait, c'est en particulier le couple des socialistes fabianistes anglais Webb, avec 2 B, qui défendait cette idée-là, il faut que les 2 soient fortes. Prestations sociales plutôt que l'obligation alimentaire familiale, assistance publique plutôt que le recours à la philanthropie, justice sociale plutôt que charité, prévoyance collective plutôt que épargne ou assurance individuelle. Donc, d'une certaine manière, la protection sociale a bousculé profondément les sociétés. Et elle a été vue par ceux qui étaient notamment d'inspiration peut-être plus libérale comme une anomalie. Comme un espace hors du jeu normal. Et si la norme, c'était le marché et la production par des entreprises, entre guillemets, normales, c'est une anomalie, à tel point que certains partis politiques aux États-Unis, c'est Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, qui le dit, bien, envisagent de réaliser un New Deal à l'envers, c'est-à-dire le contraire de ce que Roosevelt avait fait en créant des systèmes de protection sociale aux États-Unis dans les années 30 pour faire face à la crise. Les néoconservateurs sont plutôt sur l'idée d'un New Deal à l'envers, donc d'un retour. Et en France, on a eu un responsable économique important qui a dit que la réforme devait être la déconstruction, défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance et parmi ce programme, évidemment, l'institution de la sécurité sociale. Donc il y a un débat. Et on voit bien que les tendances qui sont à l'œuvre aujourd'hui vont dans le sens tout à fait opposé. Voilà, si j'y arrive, on parle, les auteurs anglo-saxons évoquent une remarchandisation, c'est-à-dire que la norme serait le préfet. Alors le new management public s'inscrit évidemment dans cette logique, les appels d'offres aussi, le transfert vers les assurances complémentaires de l'assurance obligatoire est également un processus dans ce domaine-là qui s'opère. Et même chose du côté de ce que l'on a appelé, mais Jean-Claude Barbier vous en parlera mieux que moi, de la responsabilisation des personnes ou de l'activation des dépenses de protection sociale, eh bien, on a aussi une activation des politiques sociales ou des personnes les plus pauvres, le workfare, la contrepartie, les tickets modérateurs, les franchises, qui sont vus comme étant des facteurs responsabilisants, qui ont certainement, en tout cas, comme effet de réduire les dépenses de protection sociale, en tout cas d'essayer de les réduire. Robert Castel nous alerte un petit peu sur ce dernier aspect en disant « Cette injonction, je le cite, généralisée de se conduire comme un individu responsable est ambiguë.
Elle souligne la grandeur de l'autonomie de l'individu qui demeure la valeur de référence de la modernité, mais elle oublie de tenir compte du fait que cette exigence d'autonomie n'est pas universalisable dans la conjoncture actuelle, parce que beaucoup d'individus manquent des ressources de base requises pour pouvoir exister comme maîtres d'œuvre de leur propre existence. Autrement dit, encore une fois, il renvoie à la nécessité d'un socle de protection sociale qui permet justement l'exercice de la responsabilité personnelle et individuelle, alors qu'il est vu souvent ou parfois comme un élément d'assistance. Alors je conclus, pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, par les enjeux, les interrogations. Les tensions budgétaires, l'équilibre, les déficits sociaux, les dettes souveraines, etc., pèsent lourdement, à tel point qu'on a l'impression que le système est paralysé. Or, il faudrait qu'il bouge. Il faudrait qu'il bouge. On sait qu'il y a encore des trous dans la protection sociale. L'idée du cinquième risque. L'accès universel aux soins reste toujours fragile et précaire, et on sait que les restes à charge pour les titulaires de revenus les plus faibles sont un obstacle à l'accès aux soins dès aujourd'hui. L'accès au logement est également en difficulté. Il faudrait pouvoir réformer, et on a un système un peu paralysé parce qu'on n'arrive pas à le financer, à l'équilibrer correctement. On a l'impression parfois aussi aujourd'hui, et c'est une critique du modèle qui a été présenté avec les trois sources de la protection sociale ou de la qualité de vie, de la solidarité que j'évoquais avec Espen Andersen tout à l'heure, un certain nombre d'auteurs ont dit « mais attendez, le tiers secteur, on ne le voit pas ». Et la réponse qui était donnée, c'était que le tiers-secteur était finalement l'instrument de l'État-providence, qu'il était tellement dépendant de l'État-providence, y compris par les financements, qu'on ne pouvait pas le distinguer. C'est réexaminé aujourd'hui, il y a un débat dans tous les pays d'Europe, pas seulement en France, dans les autres pays d'Europe aussi, pour réévaluer la place du tiers-secteur. Elle est à l'ordre du jour. Alors, parfois de manière ambiguë, pour transférer les responsabilités qui étaient assumées collectivement vers les acteurs. Ça, c'est une piste aussi qui accompagne le recul de la protection sociale. Il y a une instrumentalisation, il y a un retour du caritatif. Je voyais une émission hier soir en rentrant à la télévision où on parlait du Portugal et où un riche américain avait recyclé en quelque sorte les produits des restaurants qui n'étaient pas utilisés pour les distribuer à des retraités portugais qui n'arrivent pas à vivre et qui n'arrivent pas à manger en tout cas à leur faim tous les jours. Donc on voit bien que quand la protection sociale se délite, et notamment sur le plan des pensions de retraite pour les personnes âgées, eh bien on est amené à avoir un retour du caritatif pour ajuster, pour essayer de compliquer. Alors, dans cette question-là, que nous disent les experts qui travaillent sur la place que le tiers-secteur pourrait prendre, c'est qu'il a trois rôles à jouer, et pas un seul. Pas seulement le rôle d'opérateur économique qu'on mettrait en concurrence, mais aussi un deuxième rôle, une fonction sociale, de mobilisation des capacités de la société civile, de la capacité des personnes. Donc ce n'est pas seulement économique, c'est aussi un rôle social, et enfin un rôle politique. Un rôle politique de contre-pouvoir, d'interpellation de toutes les organisations, quelles qu'elles soient, de l'État, des administrations, bien sûr, mais également des entreprises. Donc ces trois fonctions d'opérateurs économiques, d'agents de transformation sociale et de contre-pouvoir critique, politique, est-ce qu'elles seront toujours en mesure de les assurer, ces associations notamment, ou ces mutuelles? La question, évidemment, mérite d'être posée. Enfin, et c'est ce que signifie le graphique que vous avez ici, il représente les niveaux des dépenses de protection sociale sur l'axe horizontal. Donc plus on est vers la droite, plus on avait des dépenses de protection sociale importantes dans le PIB, et je vous ai mis la France et les pays de l'Union européenne. Et sur l'axe vertical, c'est la croissance de ces dépenses, alors je suis incapable de lire parce que le document est trop loin, mais sur une dizaine d'années, c'est la croissance de ces dépenses. Et vous voyez qu'on était vers un processus de convergence vers le haut. C'est-à-dire que les pays qui avaient le moins de dépenses de protection sociale étaient ceux qui connaissaient la croissance de ces dépenses de protection sociale la plus forte. Mais quand vous regardez qui sont ces pays, l'Irlande, le Portugal, l'Italie, la Grèce, et quand vous savez que le graphique s'arrête à 2007 ou à 2008, et que depuis la crise, la pression, notamment des ajustements et de la Troïka, s'exerce principalement sur ces pays-là, on peut se demander si la convergence pourra continuer à s'opérer vers le haut ou si elle n'est pas en train de changer de sens et de s'opérer vers le bas. Et évidemment, cela interroge aussi le principe de subsidiarité qui avait été utilisé au sein de l'Union européenne pour dire que la protection sociale était une affaire d'État-nation
mais sans qu'on prévoie la moindre convergence et en laissant complètement jouer la concurrence fiscalo-sociale par le biais du marché unique. Est-ce qu'il ne faut pas à nouveau s'interroger sur le principe de subsidiarité? Est-ce qu'on sera en mesure de maîtriser les dépenses de protection sociale alors que l'augmentation que l'on a vue de ces dépenses est liée non pas à une dérive, mais elle est liée au vieillissement? Elle est liée, on le sait beaucoup moins, à l'augmentation de la natalité en France depuis l'an 2000. Nous avons un rebond de la fécondité depuis l'an 2000 qui augmente de 8% les effectifs des écoles maternelles et des écoles primaires. Difficile de réduire le nombre d'enseignants dans ce contexte-là, au moins dans le primaire, pour parler que de cette situation-là. Et puis, simultanément, les progrès de la santé créent des années de vie, mais avec des pathologies chroniques et des besoins de soins ou des soins de longue durée. Donc, voilà un petit peu les questions. Comment faire cela sans aller vers une pauvreté croissante? Et pour l'instant, les exemples qui nous sont demandés et qui parfois on nous demande de suivre sont plutôt des exemples qui ont maîtrisé ou fait reculer les dépenses de protection sociale, mais qui l'ont toujours fait reculer en augmentant la pauvreté et la précarité.